Bonjour à toutes et à tous, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour parler des organisations orientées compétences, dont on parle parfois sous le nom de Skills Based Organization, SBO. Je m'appelle Vincent Arcicot et j'aurai le plaisir d'animer cette conversation entre deux experts du sujet, Morgane et François. Vous êtes tous les deux consultants chez OnePoint dans la communauté People Experience, expérience collaborateur. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Morgane, on commence par toi. Oui, merci Vincent. Bonjour à tous, bienvenue, ravie d'être avec vous ce matin. Moi, c'est Morgane, je suis consultante en expérience collaborateur et j'accompagne particulièrement les départements RH depuis maintenant 4 ans sur des sujets de stratégie, de création, de refonte de processus et j'en passe. Et depuis 8 mois maintenant, j'accompagne Pernod Ricard dans le déploiement d'une Talent Marketplace dans la transition vers un modèle orienté compétences dont on va parler aujourd'hui. Et pour ma part, bonjour à tous, je suis François Grisoni, également ravi d'être avec vous ce matin. Comme Vincent et Morgane, j'accompagne des fonctions RH et depuis un peu plus longtemps, une quinzaine d'années, que ce soit dans le cadre de l'amélioration de leur organisation, l'optimisation de leur performance, la digitalisation de leur processus, et aussi dans la construction et la mise en œuvre de leur offre de service auprès du reste de l'entreprise, en particulier sur des sujets de développement RH, de la GEPP à la formation, en passant par la gestion des talents, tous ces sujets qui sont naturellement liés aux compétences. Peut-être un petit mot rapide sur OnePoint en introduction pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas. OnePoint, c'est une entreprise française de 3 300 collaborateurs avec plusieurs implantations en France et à l'étranger. Notre positionnement, c'est d'accompagner les transformations des organisations de bout en bout. Et ce bout en bout, il s'incarne au travers de compétences très variées qui vont aller du conseil en stratégie et en organisation jusqu'aux activités de conception et de delivery IT, en passant par des savoir-faire poussés sur la data, l'innovation, etc. Et comme le disait Vincent, on est, Vincent, Morgane et moi-même, au cœur d'une entité dédiée à l'expérience collaborateur qui va adresser tout le volet humain des transformations avec des savoir-faire complémentaires qui vont allier l'organisation d'une fonction RH, la transformation culturelle et managériale, en passant par des expertises en learning, en espace de travail et en conduite du changement. Bref, toutes les expertises qui peuvent aider les collaborateurs à évoluer au mieux dans des environnements en perpétuelle évolution. Merci à tous les deux. Cet échange s'annonce très riche. Euh, Nous sommes ensemble aujourd'hui jusqu'à midi. On va commencer par préciser de quoi nous parlons, pourquoi est-ce que construire une organisation orientée compétences est intéressant et important. Puis vous nous présenterez les trois dimensions clés du modèle avec des cas très concrets. Vous partagerez ensuite une matrice de maturité pour que chaque participant puisse savoir où il en est. Et enfin, nous verrons comment se transformer, comment devenir concrètement une organisation orientée compétences. On finira bien sûr par un temps de questions-réponses. En tant que participant, vous avez toutes et tous le micro et la caméra qui sont désactivés. Si vous souhaitez poser des questions, faire une remarque ou partager votre expérience, le chat est ouvert et on le suivra très attentivement. Avant de commencer, on a déjà une petite question pour vous. Une petite fenêtre va apparaître sur votre écran. Il faudra que vous cliquiez sur la réponse de votre choix, puis sur le bouton Soumettre. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'une organisation orientée compétences? C'est une organisation qui place la compétence au cœur de la stratégie pour anticiper ses enjeux à long terme. Est-ce que c'est une organisation au sein de laquelle le recrutement et l'évolution dépendent de l'expérience et du grade des collaborateurs? Ou est-ce que c'est une organisation qui encourage le développement des compétences techniques pour rester compétitive? On se laisse une minute pour que tout le monde puisse répondre. Est-ce qu'on peut jouer, Vincent? C'est un peu de la triche. C'est toi tu joues, Morgane, mais je t'en prie. C'est trop tard, moi j'ai déjà joué. On a 22 réponses. Il en manque encore quelques-unes. Il faut bien cliquer sur le bouton soumettre pour envoyer votre réponse.
Merci à toutes et à tous pour vos réponses. Morgane, entrons directement dans le vif du sujet. Que penses-tu de ces réponses et peux-tu nous expliquer ce qu'est une organisation orientée compétences et pourquoi nous en entendons de plus en plus parler? Oui, avec plaisir. Déjà bravo puisque la grande majorité d'entre vous, 96 des répondants à ce sondage ont eu juste. Donc vous avez, bien compris le sujet, qu'on aborde aujourd'hui. Pour rentrer un petit peu plus, dans le sujet, un modèle orienté compétences, comme son nom l'indique, c'est, un modèle d'organisation qui va placer la compétence au cœur de sa stratégie et qui va, faire de la compétence, le prisme principal qui va justement régir la stratégie, la culture, les modes d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise, donc qui peut avoir un impact très global sur l'organisation. La compétence, elle devient un langage commun, elle devient même une monnaie d'échange qui fait foi au sein de l'organisation. Et quand on parle de monnaie d'échange, on pense aussi à quelque chose qui se raréfie parce que les chiffres qu'on a décidé de vous afficher à l'écran aujourd'hui vont vous parler. 44% des compétences actuelles seraient obsolètes d'ici 5 ans, d'après le World Economic Forum. 50% des employés devront acquérir de nouvelles compétences pour rester pertinents dans leur poste d'ici 2025. Et les personnes qui ont accès aux compétences dont elles ont besoin sont 21% plus engagées. Donc on se rend compte que tendre vers une organisation qui valorise, qui prône le développement et la valorisation des compétences, ce sont des organisations qui vont chercher plus de compétitivité sur le long terme et ce sont des organisations qui vont permettre à leurs talents d'être plus performants et d'être plus engagés sur le long terme. Merci Morgane pour ces quelques chiffres. Et donc, comment se matérialise plus précisément cette approche au sein des organisations et comment se différencie cette approche par rapport à des approches plus traditionnelles que l'on connaît? Alors, cette approche, on va l'illustrer tout à l'heure avec des cas concrets qui vous permettront vraiment de vous projeter, là-dessus. Là, ce que j'ai envie de vous présenter, c'est effectivement l'approche traditionnelle, donc c'est l'approche par les métiers, qui est celle qui est la plus adoptée par les entreprises aujourd'hui, versus l'approche par les compétences, par, justement, le biais de 5 critères que je vais vous détailler, tout de suite. Donc, en parlant de culture, d'organisation et de stratégie, on va savoir une approche orientée compétences va valoriser les compétences, les potentiels, les appétences des individus au-delà de leur rôle, de leur grade, de leur diplôme, de leurs expériences passées. Donc ça, c'est une différence qui est majeure entre le modèle par les métiers que l'on connaît bien et le modèle par les compétences que l'on explicite aujourd'hui. D'un point de vue structurel, les équipes, elles ne sont plus organisées par métier. On n'a plus forcément des équipes qui sont composées de personnes avec le même background, avec le même métier, mais au contraire, on se rapproche d'un mode d'organisation plus projet, plus agile, qui va permettre d'avoir des équipes plus polyvalentes, pluridisciplinaires, qui vont pouvoir accompagner de bout en bout des projets et atterrir sur un résultat défini. Sur le plan managérial, l'expertise technique n'est plus le seul Graal, puisque dans un modèle qui va être orienté compétences, le leadership va être, plus transversal, plus collaboratif et va promouvoir l'apprentissage continu, va être exemplaire, donc c'est-à-dire que les managers eux-mêmes vont, valoriser et prendre du temps pour, se former et développer leurs propres expertises, mais ils vont aussi donner du temps à leurs équipes pour en faire de même. Dans l'approche par les compétences en termes de stratégie RH, par exemple le recrutement, la gestion des talents ou encore, la gestion de la performance vont prôner plus de diversité dans, justement le recrutement de profils assez variés et vont pro l'approche par les compétences va aussi permettre de personnaliser davantage les parcours et les opportunités de carrière et de développement au sein de l'organisation versus dans une approche par les métiers on est plutôt sur, la valorisation, encore une fois, hein, des expériences passées, des diplômes et sur des parcours de développement et de carrière au sein de l'organisation qui vont être plus standards, c'est-à-dire souvent plus verticaux, basés principalement sur les hard skills. Et enfin, un dernier pilier qui permet de différencier l'approche par les métiers, de l'approche par les compétences, c'est la technologie. La technologie va vraiment accélérer et soutenir cette approche par les compétences. On y reviendra plus précisément tout à l'heure. Mais aujourd'hui, dans des approches par métier,
Vous connaissez certainement le terme d'architecture par métier, job architecture. Aujourd'hui, dans ce modèle-là, il y a finalement peu de transversalité et peu de possibilités pour les talents de se développer et d'évoluer de manière transverse, de créer des passerelles facilement pour évoluer librement dans l'organisation, versus dans une approche par les compétences des talent marketplace, qui sont des plateformes internes qui sont déployées pour permettre justement aux talents, mais aussi aux dirigeants, aux RH, de disposer de tout un tas de compétences, de données, d'opportunités qui vont permettre de mieux anticiper et de mieux matcher les besoins des talents en termes de développement, en termes de projection, mais aussi les besoins business et les besoins de l'entreprise en termes de compétences, de staffing, etc. Merci beaucoup, Morgane, pour ces explications vraiment très claires. François, je me tourne maintenant vers toi. Peux-tu nous expliquer comment le SBO se matérialise, prend forme concrètement au sein des organisations? Je vais essayer. Alors effectivement, le modèle présenté par Morgane, c'est un modèle théorique, où tout ne serait que compétences, une version pure et parfaite de ce qu'on peut appeler une skills-based organization. Néanmoins, je pense que vous pouvez constater comme moi que cette organisation au sein de laquelle l'ensemble des dimensions présentées seraient effectivement organisées des compétences, on l'a pas encore rencontrée et il n'est pas certain qu'on la rencontre un jour. Donc, pour comprendre ce que pourrait concrètement être une organisation orientée compétences, on est allé à la rencontre d'entreprises qui se sont lancées dans cette philosophie, dans cette dynamique, pour essayer d'en retirer des constats, des facteurs de réussite à vous partager ce matin. Et donc, cette phase d'exploration nous a permis de converger autour de 3 réalités ou 3 dimensions, comme on l'a mentionné ici, de ce que peut être une organisation orientée compétences, et je vous propose de vous les partager. On va commencer par la base pour comprendre de quoi on parle et comprendre à quoi ça sert. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà décrit ou sont en train de décrire les compétences nécessaires à la réalisation des tâches relatives à un poste. Je ne vais pas m'attarder sur la définition de ce que c'est une compétence, on pourrait y passer des heures, il y a beaucoup de subtilités, mais classiquement, je vous demande de faire ce raccourci avec moi, on va dire que la réalisation des attendus d'un poste va nécessiter la combinaison de plusieurs compétences. On parle de compétences techniques spécifiques au métier qu'on exerce. On peut aussi segmenter les compétences avec des compétences dites transverses, qui sont des compétences techniques, mais transverses à plusieurs métiers dans l'entreprise, comme par exemple la gestion de projet, les langues, etc. On dit aussi qu'une fonction peut nécessiter des soft skills, dont vous avez quelques exemples ici. Vous avez certainement pour tout ou partie dans vos référentiels. Et puis, voilà, certaines fonctions nécessitent des compétences managériales parce qu'elles ont un rôle d'encadrement. Voilà, vous connaissez ça, j'imagine, par cœur. Vous avez déjà peut-être fait cet exercice-là et peut-être que vous avez même identifié des niveaux de compétences nécessaires, attendus pour la réalisation de la fonction sur une échelle de 1 à 3, de 0 à 4, de 1 étoile à 5 étoiles, bref, tous les formats existent. Mais peut-être que vous êtes allé sur cet exercice-là. Et donc, vous avez fait ça pour un poste, pour une équipe, pour une direction, pour toute l'entreprise. Voilà. Vous avez ensuite peut-être regroupé toutes ces compétences identifiées sur l'ensemble des postes ou fonctions de votre organisation dans un référentiel de compétences qui est censé être une bible, on va dire la matière première immatérielle nécessaire à la bonne réalisation des activités de l'entreprise. Et c'est déjà formidable, hein. C'est un actif extraordinaire en soi, avec une grande valeur de savoir ce dont on a besoin dans l'absolu comme compétence pour servir la stratégie de l'entreprise. On sait que, alors, une fois qu'on a cette Bible, il y a d'autres questions qui émergent sur sa maintenance, sur son utilisation dans d'autres domaines, etc. Mais ce n'est pas notre sujet. Et puis l'étape suivante dans laquelle vous vous êtes peut-être engagé, c'est cartographier les compétences que vous avez réellement à disposition au travers de vos collaborateurs dans l'entreprise. Et donc, vous avez identifié pour un collaborateur ses compétences techniques, ses compétences
transverses, les compétences techniques et transverses ou autres d'ailleurs, qui peuvent être celles qu'il exerce actuellement sur son poste, mais qui peuvent également être des compétences qu'il a développées auparavant, ou même des compétences cachées qu'il développe dans le cadre d'activités personnelles, hein. Et puis vous avez de la même manière identifié les soft skills qu'il maîtrise et potentiellement les compétences managériales qu'il met en œuvre au quotidien. Et pareil, peut-être que vous êtes lancé aussi dans des logiques d'évaluation ou d'auto-évaluation de ces compétences au regard des attendus que vous aviez posés avant. Vous avez fait ça pour un collaborateur, vous avez fait ça pour toute son équipe, vous avez fait ça pour toute sa direction, et puis vous avez fait ça pour toute l'entreprise. Donc bravo, vous avez cartographié les compétences réellement existantes au sein de votre entreprise, ce qui est un second actif aussi extraordinaire à grande valeur, de savoir ce que valent vos ressources humaines en termes de savoir-faire, savoir-être. Et donc d'une certaine manière, vous savez vous positionner sur le marché la valeur de l'actif immatériel que représentent vos équipes. Ça, c'est la base. Et vous vous retrouvez effectivement équipé de référentiels. Vous avez une organisation, vous avez des compétences, mais est-ce que pour autant, vous êtes une organisation basée sur les compétences? A priori, pas forcément. Et donc, après avoir dépensé beaucoup d'énergie pour avoir ces deux livrables formidables, on peut légitimement se poser la question suivante qui est: qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Alors en réalité, cette question, vous vous l'êtes très certainement posée avant d'arriver à ce niveau de maturité, enfin j'espère. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a entrepris et réalisé cet exercice qui peut être assez fastidieux, on peut se demander par quel bout avancer sur la suite. Voilà, et donc c'est là qu'on va vous partager les 3 regroupements qu'on a faits en termes de cas d'usage d'entreprises qui sont déjà un cran plus loin et qui ont utilisé tout ce travail pour répondre à des enjeux stratégiques. Alors, mon enjeu stratégique à moi maintenant, c'est de vous expliquer le plus clairement possible les 3 usages de la compétence comme pivot de l'organisation. Ces 3 usages qui ne sont absolument pas exclusifs, au contraire, hein, les uns des autres. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en pratique une, deux ou les 3 de ces dimensions, mais en fait, on a souvent un point d'entrée. On commence souvent par l'une d'entre elles. Je vous donne la vision d'ensemble ici, et puis on va rentrer dans le détail de chacune d'entre elles après. La première situation, c'est l'utilisation de la compétence comme clé d'organisation, comme Morgane le mentionnait tout à l'heure, et clé de pilotage de l'activité. Donc le cas d'usage, c'est le suivant, c'est: j'utilise la compétence pour structurer mes équipes et piloter mon activité de manière plus agile. La deuxième situation, c'est l'utilisation de la compétence pour s'assurer de l'adéquation entre les effectifs nécessaires à la réalisation de notre activité et les effectifs en place, pour comprendre quel type de plan d'action, en particulier RH, je vais pouvoir construire. Donc le cas d'usage, c'est celui que vous avez vu apparaître. J'utilise la compétence pour planifier et garantir la mobilisation des ressources humaines et financières nécessaires sur le long terme. Par opposition au cas d'usage précédent, on est sur du pilotage à court terme de l'activité, de l'organisation sur du moyen terme. Là, on planifie à plus long terme et on planifie ses besoins non plus en termes de postes nécessaires, mais bien en compétences. Puisqu'on voit qu'on a, avant, si vous avez bien suivi, cartographié les compétences nécessaires et les compétences à disposition. Et le troisième cas d'usage qu'on va détailler juste après, il est orienté sur l'individu, puisqu'il s'agit d'utiliser la compétence pour proposer aux collaborateurs des parcours sur mesure, des opportunités de développement individualisé. Et donc, vous voyez qu'aucune n'est exclusive, encore une fois, des deux autres, puisqu'on peut très bien se dire: j'organise mes équipes par compétences, mais également, je propose des parcours de carrière sur mesure grâce à des passerelles que j'aurais identifiées sur la base de compétences communes. J'en profite là peut-être pour répondre à une question que vous avez sans doute et qui peut être: pourquoi est-ce qu'on en fait un thème d'actualité maintenant?
alors que les compétences, ça existe a priori depuis longtemps, que ça fait longtemps qu'on parle d'individualisation des parcours, etc., etc. Donc pour nous, la raison principale, sans qu'elle soit unique, c'est l'évolution des technologies actuellement disponibles, puisqu'on arrive à une maturité de beaucoup de solutions et de SIRH, et j'en citerai volontairement aucun ce matin, parce qu'on a une position tout à fait neutre par rapport au marché, même si on travaille au quotidien avec des éditeurs. Mais donc des solutions qui, à la fois en termes de création de référentiels, d'évaluation de compétences, de matching entre des fonctions et des collaborateurs sur la base de compétences, on a un marché qui a beaucoup évolué et qui, en particulier, avec le saut technologique que représente l'intelligence artificielle, hein, le mot est lâché, on a mis du temps à y arriver, mais ce sera la seule fois de la séance, je vous promets. Donc, l'intelligence artificielle euh, permet de rendre opérationnel le fonctionnement qu'on évoque aujourd'hui et qui était, jusqu'à très récemment encore, très théorique. Et ça permet d'accélérer en particulier tout le travail que je vous ai montré juste avant avec mes chaises et mes bonhommes, puisqu'on fonctionnait ou on fonctionne encore dans certains univers avec des référentiels de compétences sur Excel à rallonge, avec des parcours passerelles réalisés de manière assez artisanale sur du PowerPoint. Et on a aujourd'hui, d'après nous, tous les leviers qui permettent vraiment d'utiliser la compétence comme fil directeur de beaucoup de dispositifs RH, avec des ponts entre les différents domaines, et c'est un vrai accélérateur sur le sujet. Je referme cette longue parenthèse pour vous proposer d'avancer. Donc, en détail, sur le cas d'usage numéro 1, donc à quoi ressemble une organisation orientée compétences qui utilise la compétence pour son organisation interne et le pilotage de son activité. Alors, on vous a mis des exemples. C'est par exemple le cas de cabinets de conseil comme les nôtres, de SN, d'entreprises de la tech, souvent aussi de DSI. Pourquoi? Parce que en ce qui concerne ce type d'organisation, et on va parler de cabinets de conseil puisqu'on est bien placé là-dessus, les compétences, c'est l'actif numéro 1 de l'entreprise. Ce sont les compétences qui sont vendues aux clients. Mais en ce qui concerne des entreprises tech ou des DSI, bah, c'est une logique de regroupement de compétences similaires ou complémentaires qui va permettre de piloter l'activité des équipes. Si je prends l'exemple de OnePoint, qu'on peut s'autoriser à décrire sans trahir aucun secret, on est dans des entités où on est structuré autour de personnes qui possèdent des compétences complémentaires ou similaires. Chacun, alors nous on appelle ça des expertises, chaque collaborateur, il a une cartographie de ses expertises sur lequel il va avoir un degré d'expertise et la composition de nos expertises et de nos degrés, bah, ça représente l'actif qu'on est pour l'entreprise. Et sur cette base-là qu'on va construire des dispositifs pour des projets qu'on aura identifiés facilement parce que justement, on a en amont cette cartographie de compétences et qu'on sait quelles sont les compétences nécessaires à chaque projet. Et c'est un mode de fonctionnement qu'on peut très facilement transposer dans d'autres univers où les projets représentent un mode de fonctionnement régulier de l'activité. On prend souvent l'exemple de DSI ou d'équipes digitales hein, qui vont fonctionner beaucoup par projet. On va venir, en particulier dans des formats agiles, chercher des compétences complémentaires pour constituer des équipes qui vont vivre un temps, puis se dissoudre pour aller se reconstituer par ailleurs. Et d'ailleurs, les compétences, ce pilotage de la compétence, il peut venir aussi souvent de l'externe, au travers de la sous-traitance, pour apporter un savoir-faire ponctuel sur un sujet. Donc voilà une première dimension de la Skills-Based Organization qui va utiliser la compétence comme clé d'entrée pour organiser ses équipes et piloter son activité dans des logiques de staffing de projet. Deuxième usage de la compétence, donc, qui est corrélé à la première, hein, c'est l'utilisation de la compétence comme maille d'analyse pour construire sa stratégie RH en déclinaison d'une stratégie business. Je m'explique.
dans des logiques qu'on va appeler de strategic workforce planning, mais qui consistent en gros à anticiper les besoins futurs en termes d'effectifs et de compétences au regard de la stratégie de l'entreprise, de l'évolution du marché, de l'évolution des technologies et de plein d'autres facteurs. On va évaluer l'adéquation entre ces besoins futurs et les effectifs et les compétences déjà présents, ce qui va permettre dans la foulée de construire des plans d'action RH qui peuvent être du recrutement, qui peuvent être de l'upskilling, du reskilling, qui peut être de la mobilité interne pour combler des gaps potentiels. Si je reprends mon exemple de DSI, qu'est-ce que le découpage en compétences permet de faire de manière très opérationnelle? Ça permet de bâtir une vision stratégique des effectifs et des compétences. Par exemple, si on identifie que certaines compétences sont souvent nécessaires sur les projets, identifier là où on est en pénurie de ressources, quand on se rend compte que régulièrement les projets prennent du retard parce que la personne qui a la compétence n'est pas disponible, ou un plan de charge à rallonge, ça permet de savoir précisément quelles compétences on doit recruter ou sur quelles compétences on doit former les équipes, et ça de manière globale. Je prends un autre exemple, peut-être un peu plus long terme, entreprise qu'on a pu rencontrer, une industrie pharmaceutique. Très concrètement, les industries pharmaceutiques, elles ont identifié que, par exemple, la thérapie génique, c'est une technologie émergente qui consiste à modifier les gènes pour traiter ou pour prévenir des maladies. Je ne rentre pas dans le débat de ce que c'est souhaitable ou non, mais c'est une tendance technologique de fond dans ce type de marché. Notre entreprise pharmaceutique, elle va identifier la thérapie génique comme une tendance pour l'avenir. Elle va prévoir une augmentation de la demande de ce type de traitement. Et en termes RH, elle va traduire cette tendance en compétences nécessaires, en l'occurrence la biotechnologie, la génomique, la bioinformatique. Et comme elle a la cartographie des compétences actuelles de ses employés, elle peut identifier où sont ses zones de faiblesse au regard de cet enjeu stratégique pour elle. Et elle va pouvoir élaborer un plan pour combler des lacunes. Et ce plan, ça va être des plans d'action RH, de recrutement de nouveaux talents spécialisés, d'upskilling, de formation de ses employés actuels, le développement de partenariats avec des institutions académiques, etc., etc. Et puis, si ça se traduit par une baisse de l'activité sur d'autres technologies, c'est également sur cette base qu'on va pouvoir proposer des évolutions, par exemple pour des postes qu'on a identifiés comme en décroissance vers des postes qu'on a identifiés en croissance. Donc ça, c'est la deuxième clé d'entrée de l'utilisation de la compétence pour le pilotage de l'adéquation entre les besoins et les compétences disponibles. Et le dernier cas d'usage, c'est le prisme de la compétence comme grille de lecture du développement individuel ou de l'individualisation des dispositifs RH. Et c'est sans doute le cas d'application le plus simple, entre guillemets, de l'utilisation de mes deux cartographies de tout à l'heure, entre les compétences nécessaires pour s'asseoir sur ma chaise et les compétences possédées par les collaborateurs qui sont actuellement assis sur d'autres chaises. Et là, on a des outils type Talent Marketplace qui vont venir matcher les deux cartographies, qui commencent à être assez puissants et qui permettent facilement d'identifier ou d'orienter le collaborateur vers la prochaine étape de sa carrière au regard de la proximité de compétences de manière assez rapide et assez autonome sans qu'un manager, un RH soit obligé d'étudier le catalogue des passerelles existantes sur un PDF. Donc là, on évoque le domaine de la gestion de carrière, on a aussi le domaine du développement des compétences avec la possibilité de proposer aux collaborateurs des formations qui vont venir renforcer les compétences qu'ils possèdent déjà, développer de nouvelles compétences. Donc vous comprenez qu'une organisation orientée compétences, ça peut être un levier assez puissant pour booster la mobilité interne, qui est, alors sans faire de généralité du tout, mais souvent un volet que les organisations cherchent à rendre plus dynamique, pour tout un tas de raisons. Et puis c'est aussi un levier d'amélioration des plans de développement individuels qu'on propose aux collaborateurs voilà, des moments clés de l'année, puisqu'on arrive à cibler de manière plus précise ces zones de progrès et les dispositifs qui vont avec. Voilà, en quelques minutes, les trois dimensions qu'on a identifiées pour la mise en pratique concrète d'une organisation orientée compétences, en espérant que
avoir su vous expliquer ça le plus clairement possible. Euh, et vous comprenez que voilà, ce concept-là, qui est théorique, il n'existe pas dans sa forme la plus pure et parfaite, c'est-à-dire qu'on passe pas du jour au lendemain d'un modèle d'entreprise à un modèle d'entreprise complètement basé sur les compétences, mais plutôt qu'on va identifier le ou les cas d'usage qui ont de la valeur pour mon secteur d'activité, mon type d'organisation. Merci beaucoup, François, pour ces explications et ce retour d'expérience très concret. À nouveau, si vous avez des questions sur tout ce que vient de partager François, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On pourra les prendre en direct ou à la fin de notre échange. On vous propose un nouveau sondage qui va apparaître dans un instant sur votre écran. Parmi les trois angles, les trois dimensions que vient de présenter François, dans votre contexte, lequel avez-vous privilégié ou alors serait à privilégier? Est-ce que ce serait plutôt l'organisation et le pilotage de l'activité, la gestion des ressources ou le développement individuel? On se laisse à nouveau une petite minute pour que tout le monde puisse répondre. Et je me permets de compléter, il y a potentiellement d'autres dimensions qu'on n'aurait pas identifiées et sur lesquelles il faut vous sentir tout à fait à l'aise de mettre un commentaire dans le chat pour enrichir le panel. On en a deux qui ressortent particulièrement. Est-ce que Morgane, François, vous voulez commenter? Ouais, on voit qu'il y a l'organisation et le pilotage d'activités qui ressort beaucoup et qui vient d'être devancé par le développement individuel. La gestion des ressources, c'est peut-être un petit peu moins votre enjeu du moment. Et alors, juste avant de passer à la partie suivante, François, on a une question pour toi dans le chat, une question de Sandrine. Bonjour, quel lien entre le modèle 2 et le modèle 3 sur la dimension stratégique workforce planning? Alors, euh, je dirais que je pense que le modèle 3, alors je commente les résultats parce que c'est une partie de la réponse de la question de Sandrine que je salue par ailleurs. Euh, En fait, c'est intéressant comme résultat parce que nous, on a plutôt constaté que le modèle 3, c'est le premier en fait qui est utilisé par les entreprises quand ils se lancent des organisations orientées compétences. Parce qu'en fait, très souvent, le point d'entrée, c'est de se dire, j'ai besoin de booster la mobilité interne, j'ai besoin de booster ces histoires de passerelles de métiers qui sont qui sont peu dynamiques. Et donc, l'approche compétence me permet ça. Donc, c'est intéressant d'avoir votre retour, de voir que finalement, c'est pas aussi définitif que ce qu'on a pu identifier. Et donc, Sandrine, pour moi, le volet 3 il peut être tout à fait autonome, mais il peut être aussi une déclinaison des travaux du modèle 2. C'est-à-dire, l'entreprise, elle a une approche collective sur ses besoins à futur en termes d'évolution de métiers et de compétences, ce qui va permettre de proposer des parcours individualisés, certes, mais en lien avec les besoins de l'entreprise et de flécher des passerelles prioritaires au travers d'outils digitaux, certes, mais sur lesquels on aura intégré en fait la réflexion stratégique RH et de permettre de flécher les parcours qu'on va proposer aux collaborateurs ou les formations qu'on va proposer aux collaborateurs en fonction de ce qui avait été défini dans la partie workforce planning, donc une analyse plus stratégique RH de l'évolution des besoins. Merci beaucoup, François. Et on a un commentaire par rapport à ta réponse de Karine. Bonjour, Karine. La gestion des ressources à emploi reste encore très liée à la vision métier, GSEC, GPEC. C'est l'approche, pardon, c'est peut-être pour cela que l'approche compétence est un petit peu moins utilisée. Morgane, je te propose qu'on parle de la matrice de maturité que vous avez créée chez OnePoint et puis on reprendra les questions dans le chat à la fin. Complètement. Donc là, la dernière partie de ce webinaire a vraiment pour objectif de vous aider à vous mettre en mouvement. Et pour vous mettre en mouvement, maintenant que vous avez effectivement pu identifier, même si vous avez parfois hésité entre l'angle que vous souhaitez privilégier pour tendre vers ce modèle orienté compétences, pour vous mettre en mouvement, c'est intéressant de savoir
où vous en êtes aujourd'hui, vous positionnez sur ce modèle-là par rapport notamment à un certain niveau de maturité. Donc nous, on a construit cette matrice de maturité avec 3 niveaux, une maturité plutôt faible, maturité moyenne et maturité élevée. Donc pour vous expliquer un petit peu ça, pour une organisation qu'on va considérer à maturité faible, hein, sur l'approche par les compétences, on va être dans une phase d'exploration, c'est-à-dire si vous êtes sur une maturité faible, c'est que vous êtes encore en phase d'exploration, vous vous questionnez sur l'impact, l'intérêt de tendre vers ce modèle et vous envisagez de peut-être prendre la porte d'entrée du développement individuel, de l'organisation interne ou de la gestion des ressources humaines et financières. Dans un niveau de maturité faible, déjà, la première étape, c'est qu'il y a une volonté commune, un alignement des directions métiers et support sur la volonté de s'intéresser et d'envisager cette transition. D'un point de vue culture et leadership, il y a une sensibilisation, c'est-à-dire que les managers commencent à être embarqués dans cette volonté. Ils souhaitent également faire partie de ce mouvement et il y a certains processus qui commencent à être dessinés et qui commencent à être envisagés de plus en plus par le biais de la compétence et non plus par le biais des postes. D'un point de vue organisationnel, la volonté est vraiment justement d'impacter déjà souvent un des premiers processus qui est plus facile à faire évoluer, c'est le processus de recrutement où c'est plus facile d'intégrer la compétence comme pivot et où la gestion des talents et de la performance qui peuvent être aussi des processus plus faciles à mettre en place avec ce prisme des compétences. Et donc, sur le point de vue de la technologie, on en parlait tout à l'heure, qui peut être un accélérateur de cette transition dans un niveau de maturité faible. Il n'y a pas forcément d'outils qui est utilisé au sein des organisations et on est du coup sur un traitement de la donnée, une collecte, un traitement de la donnée qui peut se faire de manière partielle, voire pas du tout encore. N'hésitez pas à me compléter, hein, Vincent et François, si vous le souhaitez. Sur un niveau de maturité moyen, on est plutôt dans une phase de build où on a effectivement été aligné sur la volonté de se transformer vers ce modèle orienté compétences. On a choisi par quel prisme le prendre et on est déjà en train de se mettre en mouvement et de mettre en place la feuille de route, les moyens qui vont permettre de véritablement enclencher ce changement. Donc, on a effectivement une direction RH qui est soutenue, qui est sponsorisée et à qui on donne de vrais moyens pour enclencher cette dynamique. D'un point de vue leadership, les managers vont promouvoir, vont valoriser le développement des compétences auprès de leurs équipes. On n'est plus sur une sensibilisation ou sur une volonté d'eux, mais on est vraiment sur une première mise en mouvement où les managers commencent à eux-mêmes intégrer ce modèle pour eux-mêmes et commencent aussi à former, à encourager leurs collaborateurs en ce sens. À ce stade de maturité, un stade de maturité moyen, les compétences et les métiers sont cartographiés, comme l'a largement expliqué François, pour justement commencer à y voir plus clair. Et certains processus vont aussi commencer à être mis en place par le biais justement des compétences. Et là, on est encore une fois plus dans la volonté, mais on commence concrètement à mettre des choses en place et à tester, d'être aussi dans une phase de test and learn pour voir ce qui fonctionne et pour améliorer en continu l'approche. Et d'un point de vue technologique, ici, on est sur des outils partiels, on n'est pas sur aucun outil, on n'est pas encore sur un outil qui permet complètement de piloter la compétence comme langage commun, mais on commence à avoir des outils plus ou moins artisanaux qui permettent de centraliser et d'analyser les données et donc de commencer à être dans une prise de décision de plus en plus éclairée. Et sur un niveau de maturité élevé, à ce moment-là, l'organisation qui est très mature est plutôt dans une phase de run, c'est-à-dire que voilà, elle est déjà outillée, de nombreux processus ont déjà été impactés par cette valorisation de la compétence et on est dans une dynamique d'amélioration continue pour toujours aller chercher plus loin et peut-être aller chercher un deuxième ou un troisième angle comme présenté par François, même si on l'a dit, il pourrait y en avoir encore bien d'autres.
Dans ce niveau de maturité-là, les directions font et ont réussi à faire de la compétence un socle commun, un langage commun, et donc on n'est plus dans une dynamique, on n'est plus sur une phase projet, on est sur une phase run où en fait ça devient culturel en fait, ça impacte vraiment toute la culture de l'entreprise. Le leadership devient exemplaire. Encore une fois, ça fait partie de la culture de l'entreprise et ça devient normal en fait de donner du temps et de s'organiser de cette manière autour des compétences. Sur le plan organisationnel, le business model va évoluer et va faire en sorte que la compétence devienne une unité qu'on va pouvoir mesurer et encore une fois, que ça devienne quelque chose qu'on peut piloter et qui peut nous permettre de prendre les meilleures décisions en termes de stratégie business, mais aussi en termes de stratégie talent. Et enfin, d'un point de vue technologique, les entreprises les plus matures ont déjà commencé ou ont déployé des talent marketplaces qui leur permettent justement de centraliser toutes ces données, toutes ces compétences, toutes ces opportunités pour prendre les meilleures décisions et pour être dans une vraie stratégie d'anticipation et de matching entre le business et l'humain. On a créé, par, la suite de cette matrice de maturité, un radar assez simple à utiliser que vous retrouverez également, on va vous envoyer on en parlera tout à l'heure, mais on va vous envoyer le support de ce webinaire, l'enregistrement et une étude complémentaire sur le sujet par mail. Vous aurez ce radar qui figurera dans les dossiers et l'objectif, c'est que vous puissiez utiliser ce radar comme un asset, comme un livrable que vous pouvez utiliser pour vous auto-positionner sur la base des différents critères que je viens de vous expliquer. Merci beaucoup, Morgane. Ce radar est super clair et l'ensemble de la matrice de maturité aussi. Merci beaucoup. On arrive bientôt à la fin de ce webinaire. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques conseils pour évoluer justement vers un modèle orienté compétences? Alors, on va essayer. Rapidement, parce que on va laisser de la place pour les questions et les réponses, mais ce slide, en fait, c'est plus une synthèse de ce qu'on vous partage depuis le début du webinaire. Parce que vous retrouvez ici les grandes étapes par lesquelles on est passé au cours de notre exposé. Déjà, savoir ce qu'on cherche à faire, hein, premier point. Par quelle dimension on a envie de rentrer, quels sont les piliers qui peuvent être pertinents pour votre secteur d'activité, votre direction, votre typologie d'organisation. Une fois que vous avez imaginé par quel cas d'usage vous avez envie de vous d'initier cette démarche, bien comprendre d'où vous partez. Alors, à la fois en termes de référentiel et d'outils, on en a parlé, mais aussi peut-être d'un volet dont on a moins parlé, c'est aussi le volet culturel. C'est un volet qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup d'aborder, mais qui a une dimension clé, puisque ça demande, vous le comprenez, à l'ensemble de l'entreprise de pivoter un peu dans sa manière de réfléchir. Et je dis bien l'ensemble de l'entreprise et pas uniquement au RH, puisqu'en fait, toute discussion, que ce soit sur la gestion de l'activité ou ce soit sur l'orientation des carrières d'un collaborateur, elle va se faire autour de la compétence. Et ensuite, en fonction de l'objectif recherché, ben, organiser ça comme un programme d'entreprise avec des actions forcément cohérentes avec les enjeux business. Et donc, en fonction du but que vous cherchez, ben, vous allez avoir diverses actions qu'on a pu mentionner tout à l'heure. Et surtout, ben, capitaliser sur ce que vous venez de faire pour explorer une seconde, une troisième dimension qui ont été partagées. Comme on vous l'a évoqué à quelques reprises pendant le webinaire, on a basé notre intervention d'aujourd'hui sur une exploration qu'on restitue au travers d'une étude qu'ont mentionné Vincent et Morgane, qui va sortir la semaine prochaine et que vous aurez donc en avant-première dans vos boîtes mail lundi, avec le replay du webinaire pour vous remercier d'être allé jusqu'au bout de la séance avec nous. Cette étude, c'est pas un livre blanc de 200 pages, mais ça permet néanmoins d'approfondir les concepts abordés ici, d'illustrer avec des monographies, 7 monographies d'entreprises qui ont mis en pratique une ou plusieurs des dimensions qu'on a partagées aujourd'hui. Et dans cette étude, on va aussi un cran plus loin dans la dimension technologique, notamment avec une analyse du marché, des solutions. Et j'en profite pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous ont ouvert les portes de leurs organisations et qui ont pris du temps pour participer à notre étude. Je sais que certains sont présents aujourd'hui, donc encore un grand merci.
Merci beaucoup, François. On va passer du coup au temps de questions-réponses. Tout à l'heure, Virginie, bonjour Virginie, vous nous avez posé une question. Bonjour, avez-vous impliqué ou vos clients les équipes opérationnelles dans ces démarches? Et si oui, de quelle manière? Je ne sais pas si c'est moi qui réponds ou enfin, à mon sens, c'est obligatoire. C'est absolument pas un travail RH centré sur les RH. Les RH peuvent, une fonction RH a certainement comme responsabilité d'organiser la réflexion de manière cohérente dans l'ensemble de l'entreprise, mais c'est avant tout un sujet business. Je ne vais pas refaire toutes mes dimensions, mais quand on dit comment on pilote notre activité, c'est avant tout un sujet business. Et la clé qui est la compétence, c'est un matière RH, certes, mais qui en fait sert complètement l'activité. Le volet stratégique Workforce Planning, qui est ma dimension numéro 2, idem. En fait, la vocation de tout ça, c'est business. Et donc, les équipes opérationnelles, bien sûr, il faut qu'elles soient dans les démarches. C'est elles qui connaissent leur métier. C'est elles qui savent comment il va évoluer. C'est elles qui savent traduire des besoins, des tâches et des activités en besoin de compétences avec une petite aide DRH. Donc, oui, donc ça, c'est des discussions d'un binôme entre une filière RH et des filières métiers avec un cadre méthodologique qui est souvent apporté par la fonction RH, mais qui est indissociable des aspects opérationnels. En complément, c'est vrai que je l'ai toujours vu chez mes clients aussi, l'intégration des collaborateurs et notamment des fonctions opérationnelles également. Aussi parce que dans une dynamique où, cette transition peut avoir un impact et va avoir un impact sur les collaborateurs eux-mêmes, il est essentiel de les embarquer dans ce changement et de les rendre acteurs de ce changement-là aussi en amont pour que ce soit, fait de la meilleure manière possible, que la RH puisse piloter ça, dans les bonnes conditions et que, la conduite du changement, par la suite soit faite dans, de bonnes conditions aussi. Merci beaucoup à tous les deux. Une autre question cette fois de Caroline. Bonjour Caroline. Quelles organisations ou entreprises ont développé ce modèle de manière la plus forte ou modélisante? Et comment ces entreprises mesurent-elles le ROI, l'impact business de cette organisation? La performance des organisations organisées le plus selon ce modèle sont-elles plus performantes? Alors, c'est effectivement très intéressant à chaque fois qu'on se lance dans ce type de démarche, de réfléchir au ROI que ça apporte. Euh, on n'a pas les KPI clés qui vont vous convaincre, mais en revanche, ce qui est constaté, c'est à la maille individuelle, l'engagement et la rétention des collaborateurs qui est plus élevé. Et ça, alors nous, on peut le vivre chez OnePoint, mais c'est pas forcément le bon exemple. Mais dans les entreprises qu'on a pu rencontrer, on a aussi constaté ces éléments-là, avec un sentiment aussi d'appartenance parce que plus de visibilité sur ces perspectives individuelles. Et après, dans des logiques de pilotage d'activité, on constate aussi enfin, plus de performance parce que beaucoup plus de réactivité et d'agilité sur la gestion des ressources, parce qu'on a une capacité à faire bouger les lignes plus facile en identifiant les compétences nécessaires et en allant chercher les compétences nécessaires pour des projets que au travers d'organisations euh, basées sur des postes avec une logique très hiérarchique. Donc, je suis pas sûr de vous convaincre complètement, Caroline, parce que j'ai pas de chiffres à l'appui, mais vous verrez dans les monographies d'entreprise, c'est des éléments qui ressortent sensiblement. Peut-être en complément aussi, pour en avoir parlé récemment avec une cliente, c'est vrai que, la première réflexion est toujours de se questionner sur les KPI et donc le quantitatif. Ce qui est important, mais ce qui au début peut être assez, limité puisque, l'impact peut se faire sur le long terme et donc les résultats peuvent s'observer aussi sur le long terme. Donc il faut se laisser le temps de mettre en place la démarche pour qu'elle puisse, porter ses fruits et amener des résultats concrets.
Mais il y a aussi toute la partie qualitative qu'on peut avoir tendance à oublier et on peut se focaliser sur les chiffres, mais il y a toute une démarche de mesure de la satisfaction et de la qualité de ce qui a été proposé dans ce changement-là qui est hyper importante et qu'on mesure, je pense, parfois pas suffisamment ou qu'on ne valorise pas suffisamment par rapport aux chiffres, mais qui reste très importante. Alors, on a deux autres questions. Sandrine, qui nous dit, quand on exprime le fait que les métiers savent, on sait que cela est souvent difficile pour eux de se projeter dans le futur. De même que séparer hard et soft skills. Est-ce que vous avez un tips pour les accompagner? Et effectivement, très bonne question, Sandrine. Alors, c'est vrai que l'exercice de projection à moyen et long terme sur l'évolution d'un métier, c'est pas quelque chose d'évident pour tout le monde. Euh, Nous, quand on fait ce type de projet, on a toujours une phase, alors vous appelez ça comme vous voulez, mais d'inspiration, d'exploration, de veille, pour nourrir, et pour que les gens s'auto-nourrissent d'ailleurs d'éléments qui vont permettre de concrétiser les tendances d'évolution de leur propre métier. Et ça, on ne peut pas les mettre dans une salle, euh, autour d'un atelier en leur disant alors quelles sont les compétences de demain. Effectivement, c'est très difficile de se projeter. Donc il y a toujours un exercice amont qui consiste à s'inspirer, à rencontrer des experts de son métier, mais qui sont dans d'autres structures ou qui sont voilà, dans d'autres sphères, ou des gens qui ont déjà un coup d'avance sur le métier dans ces sujets-là. La partie hard et soft skills, honnêtement, ça, on en fait, nous, une cuisine RH. On traduit, vous voyez, on les laisse s'exprimer sur comment ils voient l'évolution de leur métier, où est-ce qu'ils voudraient que leurs équipes soient. Et après, nous, on traduit ça. Je suis d'accord avec vous, c'est pas toujours évident de faire la segmentation en compétences. C'est pas leur charge à eux de faire ça, c'est plutôt un volet RH. Et puis, il faut s'appuyer sur des gens que vous savez avoir une prise de hauteur, une vision un peu stratégique, entre guillemets, de leur métier, pour avoir quelque chose de constructif. Merci François. On a une dernière question. Quels sont les impacts du SBO dans les modes de management? Alors, On parlait ouais, tout à l'heure, il y a une notion de transversalité, il y a une notion de collaboration et d'exemplarité dans le management. Ce que je veux dire par là, c'est que dans cette approche-là, les managers sont embarqués et doivent être les ambassadeurs d'une approche par les compétences et donc doivent être les premiers à se former, les premiers à utiliser les outils, les talent marketplace qui sont mis à leur disposition et les premiers à encourager les collaborateurs à prendre le temps de se former. Les managers doivent accompagner. Il y a un rôle d'accompagnement de coach carrière qui est hyper important et qui incombe aussi aux managers en complément des RH vis-à-vis de leurs équipes pour être le guide qui va à la fois connecter les enjeux business et stratégiques parce que le manager est conscient des enjeux de l'équipe, voire des enjeux de l'entreprise, mais doit aussi individuellement connaître les aspirations, les appétences, les envies des collaborateurs pour permettre en fait de faire cette connexion-là. Et c'est pour moi le manager qui est le mieux placé pour faire cette connexion entre les deux et pour être ce guide dans la carrière des employés. François, est-ce que tu souhaites compléter? Parce que Morgane non, enfin, si ce n'est que ça demande un switch culturel, comme on l'évoquait, qui est important de la part des managers qui doivent être aussi capables d'expliquer le nouveau mindset dans lequel on est sur tout ou partie des dimensions qu'on a mentionnées. Merci à tous les deux. Merci à toutes et à tous pour votre participation et pour toutes vos questions. C'était très riche ce matin. On espère vous avoir éclairé sur les organisations orientées compétences. On vous enverra lundi par mail le replay du webinaire, le support et l'étude qu'on vous a mis également dans le chat. Si vous souhaitez poursuivre la conversation ou si vous avez un projet en cours ou à venir, François et Morgane sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous guider. Notre prochain webinaire sera sur le thème du Strategic Workforce Planning. Ce sera le vendredi 7 février
de 11 heures à midi. Vous pouvez déjà le noter dans vos agendas pour être sûr d'être présent et on vous enverra une invitation dans les prochaines semaines également. Merci encore à toutes et à tous. On vous souhaite une excellente fin de semaine et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne Merci. journée, à bientôt.